Eh bien, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce colloque de restitution de l'expérimentation nationale sur la biosécurité dans les élevages plein air. Donc moi, je suis Juliette Sinclair, je suis salariée à la FADEA, qui est la structure qui a piloté ce projet. L'objectif aujourd'hui de cette journée, c'est de clôturer donc ce projet d'expérimentation qui s'est déroulé sur plus de 2 ans et vous restituez principalement l'intégralité des travaux qui ont été menés dans le cadre de ce projet et leurs résultats, mais aussi vous permettre de prendre un peu de hauteur et d'échanger sur les suites de ce projet, notamment grâce au temps de la table ronde qui aura lieu en fin de journée. Donc je vous reprécise le programme de la journée, mais que vous avez normalement aussi avec le rapport et la synthèse entre vos mains. Donc on fera un temps d'introduction à la suite de ma première introduction qui permettra de donner la parole à une partie des partenaires qui ont participé à ce projet. Ensuite, on aura un premier temps de restitution tout au long de la matinée sur tous les travaux qui ont été réalisés autour des outils d'analyse des risques sanitaires. On aura un temps de questions de 30 minutes à la fin de la matinée. On essaiera d'aller déjeuner relativement tôt, vers midi. Donc on déjeunera dans la salle attenante où vous avez pris l'accueil café là tout à l'heure. On reprendra à l'heure, j'espère, à 13h30 pour la seconde partie de la restitution des résultats, qui portera sur plutôt les protocoles qui ont été mis en place pour évaluer l'efficacité de mesures alternatives de prévention. Et on aura aussi à ce moment-là, sur ce deuxième temps de restitution, 30 minutes de questions. Voilà. Et sur la dernière heure du colloque, pour clôturer à la fois la journée et le projet, on aura une table ronde qui permettra certainement de mettre un peu en perspective tous les résultats qui auront été présentés de manière un peu plus descendante, on va dire, sur le temps de la matinée et le début de l'après-midi. Voilà. Donc à l'entrée, normalement, vous ont été distribués à la fois le rapport complet de fin de projet et une synthèse de 8 pages. Pour les personnes qui sont en visio, normalement ces documents ils sont accessibles sur le site de la FADEAR et les liens sont disponibles dans la description du live YouTube, donc vous pouvez aussi y accéder depuis la visio. Voilà, donc l'événement d'aujourd'hui il est enregistré, il peut être suivi à distance et la vidéo elle sera accessible par la suite sur le YouTube de la FADEAR, donc voilà, le colloque pourra être revisionné pour les personnes qui n'ont pas pu suivre forcément aujourd'hui. Pour les participants qui sont en visio, vous pouvez poser des questions au fil de l'eau dans l'espace de discussion. Il y a une personne qui sera chargée derrière l'écran de recueillir ces questions-là. Donc voilà, sur les temps de questions, les personnes qui sont en visio pourront aussi participer. Donc voilà pour les informations techniques et pratiques et pour le rappel du programme de la journée. Et donc pour compléter cette introduction, je donne la parole à Nina Lejeune qui va parler pour la FADEAR. Donc normalement ça devait être Luc Muller qui devait être présent aujourd'hui, mais il n'a pas pu être là, donc c'est Nina qui prend sa place. Merci Juliette. Bonjour et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc moi je suis Nina Lejeune, je suis secrétaire nationale de la Confédération paysanne en charge du dossier sanitaire notamment, et je suis éleveuse de volailles plein air dans le Var. Donc je prends la parole pour remplacer mon collègue Luc Muller qui est empêché aujourd'hui, qui avait comme mission de vous présenter la FADEAR. Donc on se dit que ça peut être intéressant de revenir sur ce qu'est la FADEAR, donc qui est la structure, donc, comme l'a dit Juliette, qui a piloté ce projet pendant ces 3 dernières années. La FADEAR, c'est le réseau de l'agriculture paysanne. Elle défend le modèle d'agriculture paysanne qui est le projet politique de la Confédération paysanne. Il y a des actions donc, de formation et d'accompagnement. C'est un acteur majeur de l'accompagnement à l'installation agricole, de la formation des paysans et des futurs paysans. Il y a 7000 porteurs de projets agricoles qui sont accompagnés par an par les 80 associations de développement de l'emploi agricole et rural, donc les ADR sur tout le territoire. Donc voilà par rapport à la structure FADEAR. On voulait aussi revenir sur pourquoi est-ce que c'est la FADEAR qui a porté ce projet. Déjà, il y a un constat de départ sur la question des réglementations sanitaires et particulièrement sur la réglementation de biosécurité.
on constate que c'est un frein à la dynamique d'installation en porc et en volaille plein air, notamment pour les personnes qui souhaitent s'installer avec des ateliers secondaires porc ou volaille. Donc notre réseau, depuis toutes ces années, constate que le découragement de certains porteurs de projets et l'abandon aussi de certaines personnes qui sont déjà installées face à ces réglementations qui rendent la conduite de nos fermes compliquée, voire impossible, notamment par des investissements qui sont surdimensionnés pour nos modes d'élevage et qui sont totalement inadaptés à nos pratiques. Donc la FADEAR s'est emparée de ce sujet en proposant des formations à la biosécurité qui sont adaptées aux élevages de porcs et de volailles en plein air, en constatant que les formations qui sont proposées ne répondaient pas toujours à nos attentes, aux attentes des personnes installées dans ces systèmes. Pour la FADEAR, donc, ce projet, dont l'objectif est d'envisager une réglementation mieux adaptée au plein air, s'inscrivait donc pleinement dans le projet d'objectif plus global, une réglementation biosécurité qui soit adaptée au plein air, qui est un des multiples leviers pour des campagnes vivantes et des paysans et paysannes nombreux et nombreuses sur les territoires. Donc cela revient à faire en sorte que les réglementations ne freinent pas le développement de ces modèles d'élevage paysan que nous accompagnons. Dans ce projet, la FADEAR a démontré déjà, pour commencer, la force de son réseau d'ADR qui ont largement contribué à l'accompagnement des fermes sur tout le territoire, mais aussi de son réseau de fermes engagées pour faire bouger les choses, qui ont ouvert les portes de leurs élevages, de nos élevages, pour montrer nos pratiques et faire remonter des données permettant de les évaluer. Et donc, on est ravis en tant que structure FADEAR et Confédération Paysanne aussi, mais non, pardon, c'était pas ça la phrase, que la FADEAR ait porté du coup le déploiement de ce projet participatif et fédérateur. Et donc, au nom de la FADEAR, on vous souhaite un bon colloque et vive l'agriculture paysanne et l'élevage plein air. Merci beaucoup Nina, surtout au pied levé en, en remplacement. Merci beaucoup. Et du coup, maintenant, on laisse la parole à Sylvie Collat pour la Confédération Paysanne. Bonjour à tous et à toutes et merci de votre présence. Et notamment, je vois qu'il y a beaucoup de paysans et de paysannes éleveuses de porcs et de volailles. Et vraiment, je les salue tous et toutes parce que ça fait déjà 3 ans. 3 ans que nous travaillons ensemble, 3 ans que notre réseau est mobilisé. Alors ce colloque, oui, c'est l'accouchement, hein, ça a été fait aussi dans la douleur, hein, d'une longue métamorphose aussi du concept même de la gestion du sanitaire en élevage face à l'ensemble des pandémies. Alors vous concevrez qu'aujourd'hui, on aura tendance un petit peu à se référer souvent à la gestion de l'influenza aviaire, donc la fameuse grippe aviaire, du fait notamment de la réalité des 10 ans de crise successives. 10 ans de crise successives. J'ai les cheveux blancs. Hein. Pour autant, c'est bien du sanitaire en élevage plein air que nous débattrons aujourd'hui, et notamment aussi de la filière porc. Mais le porc, effectivement, n'a pas encore vécu, heureusement, la crise sanitaire de la peste porcine africaine. Donc en 2017, et oui, la Confédération Paysanne et le MODEF, donc autres syndicats paysans, signe le pacte grippe aviaire avec le ministre Le Foll de l'époque, Stéphane Le Foll. Et ce pacte permet notamment, par dérogation, aux petits éleveurs plein air, autarciques, de ne pas claustrer leurs volailles, même en période de risque d'influenza aviaire. On publie et on travaille un guide de biosécurité qui est destiné spécifiquement aux petits élevages plein air de volailles. Il est publié, il est diffusé dans nos réseaux, comme la FADEAR, mais aussi dans les réseaux des élevages et des accompagnements au travers du MODEF, et notamment MODEF très présent dans les Landes, région particulière d'élevage de canards et de canards gras. Et donc, effectivement, c'est diffusé, c'est accompagné, et on fait des formations biosécurité auprès de tous les éleveurs installés, mais aussi de tous ceux qui veulent s'installer, puisque, comme l'a très bien dit Nina, nous, notre réseau travaille beaucoup sur l'accompagnement à l'installation dans ce modèle de production du plein air et de structures plutôt très diversifiées,
de circuits courts pour l'essentiel. Donc tous les ans, depuis 2017, même avant, donc le virus apparaît et s'étend sur le territoire et la pression virale devient incontrôlable. Donc on est passé d'une crise, on disait mais regardez ces gens du sud-ouest, ils savent pas travailler. Et je m'excuse, je me suis pas présentée, mais je suis éleveuse dans le Gers, donc j'étais au cœur de la problématique sud-ouest, canard gras et filière label plein air élevé dans le Gers, élevé en plein air, vous vous en souvenez tous sur France Inter. Voilà, eh bien oui, j'étais effectivement productrice, éleveuse au beau milieu de cette crise très violente. Et donc tous les ans, le virus apparaît et la pression virale devient incontrôlable au point que même le Grand Ouest, au fil des années, est aussi touché, et notamment des filières ultra industrialisées avec des très gros volumes d'animaux. Donc bien sûr, dès qu'apparaissent les premiers cas de grippe aviaire, ben on montre le responsable et on dit ben c'est cette faune sauvage, et qui dit faune sauvage dit aussi ce plein air. Et donc oui, on a du mal de se défendre parce qu'on est petit, parce que effectivement et surtout la faune sauvage, elle avait personne pour la défendre non plus quand on disait mais il faut tuer tout ça. Et donc le coup près tombe. Et on nous dit mais enfermez-moi ces volailles qu'on ne saurait voir en plein air. Et donc effectivement en 2021 la feuille de route du ministre de Normandie appelle et exige la claustration intégrale de tous les élevages plein air en période à risque. Et là c'est vraiment un coup de massue alors qu'on avait travaillé déjà beaucoup sur la biosécurité. Et en plus, derrière cette feuille de route où on ne voyait même plus sur les 8 pages de feuille de route, il n'y avait plus le mot plein air qui existait. Hein. Donc c'est pas rien, nous on voyait. Et donc il y a eu forcément, l'administration d'État est supposée appliquer les réglementations et commence les contrôles, les mises en demeure, les dénonciations par les collègues des filières industrielles qui commencent à dire mais regardez celui-là, il n'a pas enfermé, et le préfet du Gers me dit mais Madame Collat, on a une pile comme ça de dénonciations, vous avez toujours vos volailles dehors, et moi et tant d'autres, et donc ça devient un vrai rapport de force, un sujet très conflictuel puisque pour le coup le Sud-Ouest pratique beaucoup d'élevage plein air, et n'en parlons pas en porc, je dirais que même dans le sud-ouest quasiment il n'y a que du porc plein air. Donc voilà, la pression est très très forte, on s'organise, heureusement la société civile est là, vient nous accompagner, nous soutenir, et on voit effectivement les groupes Sauf qui poule qui s'installent petit à petit dans l'ensemble des régions de France pour dire nous on veut manger des œufs plein air, pas des œufs claustrés, confinés, plein air, comme l'autorisait même le label bio. Donc, les tensions montent, et donc forcément, à un moment, qu'est-ce qu'on fait de ces tensions quand on a occupé la DGAL, quand on a occupé les DDPP, quand on a manifesté au Trocadéro, quand on a cassé le dernier œuf plein air au Trocadéro et vendu le dernier œuf plein air. Donc voilà, il y a quand même une impasse à un moment à se dire que ça concerne quand même des centaines d'éleveurs. Nous, on ne peut plus installer, on ne sait plus que dire à nos jeunes qu'on a accompagnés jusque-là. Donc, effectivement, en pleine crise de grippe aviaire 2021 et 2022, la pire des crises où tout l'Ouest, le virus explose dans le Grand Ouest, on a quand même l'abattage de 22 millions de volailles, et un coût de près d'1 milliard d'argent pour indemniser les éleveurs. Donc vous voyez, dans les situations budgétaires dans lesquelles on est, effectivement, tout le monde se dit mais voilà, et la claustration n'a donc pas fonctionné puisque les animaux étaient tous claustrés et que nos élevages non claustrés n'avaient pas été pour autant touchés, mais tous les élevages claustrés étaient touchés, et des très gros élevages avec des SAS et tous les équipements dits pertinents. Donc, on a bien vu que la gestion de ce virus, la gestion de la maladie, avait vraiment des trous dans la raquette, si tant est qu'elle ait eu vraiment des cordes, puisqu'en fait, c'était bien le modèle industriel qui avait imposé ses règles et n'avait jamais fait d'efforts depuis le pacte grippe aviaire pour améliorer ses pratiques. Nous, les éleveurs plein air, on avait joué le jeu d'avoir notre propre guide, et eux n'avaient rien changé dans leurs pratiques,
segmentation de la filière, transport d'animaux vivants, concentration, densité et des pratiques non respectées, parce que même si vous avez un sas et que vous rentrez de la chasse, comme il me disaient certains, dans des zones humides, hein, les chasseurs, ils rentraient, ils traversaient le sas, ils allaient soigner leur élevage industriel, alors qu'ils venaient d'aller chasser en Sologne, voilà, comme sont certains agriculteurs de certaines régions. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on entendait en off. Donc, effectivement, le constat était bien que les réglementations étaient conçues que pour les filières industrielles, au détriment de l'élevage plein air, et que nous, on le vivait bien comme étant l'élevage industriel est un prédateur de l'élevage plein air, puisque de ce fait, avec 22 millions d'animaux touchés par la grippe aviaire, le virus a aussi contaminé toute la faune sauvage autour, contaminé l'eau, contaminé toute notre biodiversité et parfois aussi nos élevages qui se retrouvaient fragilisés par cette excrétion virale de ces bâtiments ventilés, claustrés. Pour autant, on a bien vu aussi que pour vendre du poulet claustré, des œufs claustrés, du foie gras industriel, il faut une belle image. Et donc, pour autant, la filière industrielle a besoin de ce plein air pour montrer patte blanche auprès du consommateur et exprimer toute la beauté de ces élevages, de ces poules dont on ramasse avec un petit panier des œufs, etc., etc. Donc, en même temps, la filière industrielle se rend bien compte aussi, je pense, qu'elle a besoin de nous, au moins pour communiquer. Donc, le dialogue a été quand même très difficile avec l'administration. En port plein air, nos collègues de port plein air, eux, sans avoir pour autant la peste porcine africaine, eux aussi refusent les grilles type PIC Connect, puisque c'est la seule grille biosécurité qui leur est imposée, pour lequel quasiment l'ensemble des éleveurs plein air sont hors réglementation, sont hors normes, donc, et donc se voient eux aussi avec des mises en demeure, voire des interdictions de mettre en production ce qui les fait vivre, leur métier. Et donc là aussi, c'est ce rapport de l'existence même. Et même, je me souviens, Gilles Salva, qui ne pourra pas venir aujourd'hui, s'est excusé, de l'ANSES, disait on ne va pas pouvoir continuer à envoyer des mises en demeure tous les ans à des gens qui, de toute façon, face à cette grille, ne seront jamais en conformité à la réglementation, puisque déjà la disposition, leur élevage, là où il est, tel qu'il fonctionne, ne pourra jamais se mettre en conformité. Donc il fallait bien trouver une solution à ces gens pour qu'ils puissent exister, continuer leur activité, mais tout en ayant conscience du risque et de comment on pouvait évaluer le risque qu'ils représentaient et de se dire, mais en fait, est-ce qu'ils présentent un risque ? Donc, trop de normes tue la norme. Les éleveurs, donc justement de porc, ont rejeté aussi ces réglementations. Et tout ce qui avait été en fait construit dans le guide biosécurité a été remis à la poubelle, en quelque sorte, à ce moment-là. Donc, malgré nos frictions, malgré toutes ces difficultés, pour tirer tout le monde vers le haut, parce qu'en France, on ne s'imagine pas qu'il n'y ait plus d'élevage plein air quand on voit ce pays de l'agriculture et de l'élevage, la DGAL a fait le premier pas. Donc l'administration du ministère, un jour, nous a téléphoné, nous a demandé une réunion et nous ont dit, écoutez, on vous propose de faire une expérimentation avec vos deux syndicats, le MODEF et la Confédération paysanne, pour, dans cette expérimentation, travailler sur la question du risque de vos élevages plein air, mais on ne voudrait pas travailler que sur la volaille, on veut aussi travailler sur le porc, où même si la peste porcine n'est pas présente sur le territoire, on sait qu'à un moment, ça risque de se présenter, et donc il faut prévenir. Et donc on voudrait travailler avec votre réseau de fermes. Donc cet acte a été vraiment une reconnaissance, c'est-à-dire de reconnaître que notre réseau, via la FADEAR, avait ce réseau de producteurs plein air, des gens plutôt indépendants, forcément, qui ne sont pas dans les filières organisées et intégrées, même s'ils sont organisés entre eux. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est l'anarchie sur nos fermes. Mais voilà, ils se sont rendus compte que le réseau, c'était nos fermes et que cette expérimentation, elle ne pouvait avoir de sens que si elle était portée par les éleveurs de notre réseau, pour que justement, ça colle à la diversité aussi de nos élevages. Donc effectivement, grande reconnaissance pour nous du modèle plein air. Donc en fait,
enfin on allait peut-être pouvoir exister. Et donc bien sûr, on a dit oui, on accepte. Et donc je tiens quand même à remercier les interlocuteurs du ministère, notamment de l'époque. Il y avait M. Adrien Jacquet, qui était au ministère, toutes les équipes de la DGAL, qui ont aussi, le projet a été long, mais dont certains ont suivi tout le parcours, et à l'époque aussi, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui avait même accepté de recevoir des producteurs de plein air en plein risque élevé, de se faire prendre en photo au ministère de l'Agriculture, avec des gens qui ne clausteraient pas en pleine réglementation, qui était une forme de reconnaissance, de dire, voilà, bon, ok, vous êtes en plein air, on ne pourra jamais vous faire enfermer, mais on va essayer qu'on avance ensemble pour protéger mutuellement les filières longues et vos filières aussi, et votre production, et maintenir votre système. Donc la construction de ce projet, c'est une première dans notre réseau. Donc travailler avec des partenaires auxquels on n'avait pas l'habitude, l'ANSES, la DGAL, les instituts techniques de la volaille, du porc, le syndicat national des vétérinaires. Ça a été aussi pour nous de travailler avec un budget, parce que qui dit expérimentation, il y a eu un budget, donc il a fallu aussi accompagner comment on allait fonctionner, comment on allait bien répartir ce budget avec les partenaires, avec bien sûr les objectifs à conduire. Et puis bien sûr, ça a été un gros travail de réseau pour trouver des fermes pilotes, pour mettre en place dans le temps et convaincre aussi nos producteurs que ce n'était pas une embrouille, ce n'était pas un os à ronger, mais qu'il y avait bien un intérêt pour nous de défendre ce jour-là le modèle plein air, et que là, il fallait jouer le jeu de rentrer dans cette expérimentation. Donc le travail de préfiguration du projet a permis aussi à l'administration de connaître et de reconnaître aussi la diversité au sein même de nos élevages, parce que si dans le système industriel, on peut faire des copier-coller d'une ferme à l'autre, quand on est sur un bâtiment, il n'y a que la dimension qui change, mais en fait, le fonctionnement est le même. Nous, sur chaque ferme de plein air, eh bien, c'est autant de situations différentes. Donc ça a été aussi ça, ce travail de compréhension, de connaître, d'apprendre la diversité au sein de nos élevages plein air. Donc autant d'éleveurs, autant d'outils, autant de conduite d'élevage dont il a fallu tenir compte. Et enfin, je terminerai, parce que je crois que je vais dépasser le temps et je vois que je terminerai cette introduction pour redire donc la nécessité de toujours partir de la base et de toujours comprendre nos pratiques qui ont parfois aussi des histoires ancestrales. Elles ne se sont pas créées du jour au lendemain. Donc, de façon empirique, on peut dire qu'elles ont fait leurs preuves. La preuve, c'est que des dizaines, et même là, avec une décennie de grippe aviaire, notre modèle plein air existe et est encore résilient. Donc, il faut effectivement élaborer des réglementations adaptées et de travailler aussi avec le réseau qui représente ce plein air. Ce n'est pas aux autres à dicter ce que l'on doit faire, mais c'est bien le réseau qui doit construire ce qu'il veut faire à partir de ses fondamentaux. Donc la nécessité de dialogue aussi et de confiance avec l'administration, c'est important. Nous ne sommes pas des antinormes, mais des professionnels responsables et conscients des risques sanitaires, puisqu'on peut être aussi victime. On n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas avoir un jour la grippe aviaire ou la peste porcine sur nos élevages, mais par contre, on a toujours dit que notre rôle, nous, c'est de ne pas diffuser et de ne pas créer de crise sur l'ensemble des producteurs autour de nous. Et enfin, la nécessité de multiplier les projets de recherche et d'expérimentation pour mieux prévenir l'ensemble des défis sanitaires de demain, pour protéger et continuer à développer l'élevage plein air. Et même actuellement, dans la crise de la DNC, dans la crise de la MCO, dans la crise de la MHE, on a vu combien il nous manquait de références scientifiques pour avoir les pratiques et les décisions les mieux adaptées à des situations de crise. Donc c'est bien du travail long terme, et on espère que l'expérimentation et le colloque de restitution sera que l'ouverture d'un travail futur. Je vous remercie. Merci beaucoup Sylvie. Alors là, on devait avoir une intervention de Nicolas Rose de l'ANSES, mais qui, je crois, est bloqué dans le train. Donc, on va enchaîner avec la DGAL. Bonjour à tous. Donc, je suis Karen Bûcher. Je travaille à la Direction générale de l'alimentation, donc représentante de l'administration.
je suis sous-directrice de la santé et du bien-être animal et aujourd'hui, voilà, pour ce colloque concernant l'expérimentation plein air, je suis avec mes collègues du bureau de la santé animale qui ont suivi de près, assuré en lien avec la FADEAR et l'ensemble des partenaires la conduite de cette expérimentation. Donc la DGL, pour vous rappeler, c'est l'administration qui a pour charge de définir les politiques publiques en matière notamment de prévention, de surveillance et de lutte des maladies animales, notamment lorsque ces maladies animales ont un fort impact économique, voire de santé publique. Donc on a en charge voilà, d'élaborer cette réglementation dans l'idéal en temps de paix, voilà, pour pouvoir avoir un dispositif suffisamment maîtrisé et sûr pour pouvoir affronter des temps de crise. Donc, comme l'a rappelé Madame Colas, effectivement, on a dû affronter des crises successives concernant l'influenza aviaire hautement pathogène, avec des conséquences économiques et sociales et humaines, on en a bien conscience, assez dramatiques. Là, on arrive à une phase, voilà, avec le renforcement de la biosécurité qui est observé sur le terrain, l'utilisation de la vaccination. On arrive à un dispositif qui a été maîtrisé ces 2 dernières saisons et on espère que la saison prochaine, épizootique et HP, on aura le même niveau de maîtrise. Mais à chaque fois, à chaque retour d'expérience de crise, de situation épizootique, en fait, on a un retour d'expérience et on remet en question notre dispositif pour s'assurer qu'on a un niveau de maîtrise adapté, mais aussi tenant compte des spécificités de chaque modèle d'élevage. Et donc, concernant les mesures de biosécurité qui sont actuellement mises en œuvre dans les élevages plein air, se poser la question si elles devaient faire l'objet d'adaptation. Et donc, c'est pour répondre à cette question que le ministère chargé de l'Agriculture a initié en 2022, comme ça a été rappelé par Madame Colas, cette expérimentation nationale dans les élevages plein air au sein des filières porcines et avicoles, donc notamment pour tenir compte des menaces croissantes vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène ou la peste porcine africaine qui est aux frontières françaises. Le ministère est bien conscient que l'élevage plein air a de fortes spécificités, souvent en lien avec une démarche qualité à laquelle ces élevages adhèrent, comme une durée d'élevage longue, l'obligation de parcours de plein air, la vente en circuit court par exemple. Et on a bien conscience qu'il est nécessaire de prendre en compte ces spécificités pour protéger au mieux ces élevages contre les maladies animales, et non, comme je vous l'ai dit, en particulier dans un contexte de menaces sanitaires croissantes. Cette expérimentation, elle a donc été lancée avec 3 principaux objectifs. Le premier objectif a été de conduire une analyse de risque au sein des fermes pilotes et accompagner les éleveurs dans l'appropriation des mesures de biosécurité en se plaçant ainsi au plus près de chaque profil de ferme. Le deuxième objectif était d'évaluer scientifiquement l'efficacité des mesures adaptées de prévention mises en place dans ces élevages. Et enfin, le troisième objectif était de faire connaître et valoriser les mesures jugées pertinentes et efficaces, y compris en proposant à terme éventuellement des adaptations de la réglementation. Comme ça vous a été rappelé par Madame Colas, la Confédération paysanne et le MODEF étaient placés au mieux pour identifier et proposer des éleveurs motivés pour travailler sur ce projet. La FADEAR a joué un rôle clé pour coordonner et animer l'expérimentation avec le réseau d'éleveurs et de référents accompagnateurs techniques. Ce travail de coordination a permis de recueillir l'ensemble des données issues du terrain, comme par exemple les analyses de risques individuels qui vont vous être présentées ce matin. GDS France et la SNGTV ont été associés pour leur rôle dans l'accompagnement technique des éleveurs et des référents. L'ANSES a également pris part au projet pour son expertise dans l'évaluation scientifique et les instituts techniques IFIP, ITAVI et ITAB pour leurs connaissances techniques spécifiques de chacune des filières de production. Les autres membres du comité décisionnel ont su se rendre également disponibles pour valider les grandes orientations de cette expérimentation.
Ainsi, cette expérimentation a été un travail collaboratif, associant des partenaires impliqués et motivés, avec des objectifs clairs, et nous remercions l'ensemble des acteurs qui s'y sont engagés. La DGL remercie également les services des directions départementales qui étaient concernés pour leur participation et leur accompagnement dans le choix des fermes pilotes et pour avoir accepté de revoir leur plan d'inspection pour que l'expérimentation se déroule au mieux. Au final, les échanges tout au long du projet et les premiers bilans montrent le réel intérêt de cette expérimentation et seront étudiés avec attention par le ministère qui prendra sa part dans les suites à donner aux conclusions de ce colloque. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si Nicolas Rose est arrivé. Si, c'est bon. Et ben, du coup, je vous laisse prendre place pour terminer cette introduction avec peut-être un temps un petit peu réduit. Et parce qu'on a déjà un petit peu de retard, du coup. Mais voilà. Ensuite, on commencera les présentations à la suite de ça. Merci. Très bien. Désolé pour le retard. Donc, les aléas de la SNCF. Je vais être assez bref dans le coup. Donc, pour l'introduction, on m'avait demandé de présenter un petit peu le contexte sanitaire au démarrage de ce projet. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Pour la filière volaille, un contexte très marqué par une présence endémique des virus influenza aviaire dans la faune sauvage et une très forte exposition des élevages par cette circulation active dans la faune sauvage. Et on se rappelle en 2021-2022, donc des foyers très importants en élevage, beaucoup de foyers d'introduction primaire liés à des contacts avec la faune sauvage. On doit en avoir eu plus de 1400 en 2021-2022. Pour la filière porcine, une situation un petit peu différente à cette époque-là, puisqu'on avait un certain nombre de menaces sanitaires, notamment la peste porcine africaine, qui était et qui est toujours à nos portes, avec des zones d'endémie dans la faune sauvage au niveau des sangliers. Par contre, le territoire français est toujours indemne vis-à-vis de cette maladie, mais par contre, on a d'autres dangers sanitaires qui sont présents de manière endémique dans la faune sauvage chez les sangliers, la maladie d'Ojeski, avec de manière récurrente tous les ans des foyers en élevage qui sont le plus souvent liés à des contacts avec cette faune sauvage contaminée. Donc, les mesures qui sont mises en œuvre pour prévenir ces introductions primaires, notamment vis-à-vis des contacts faune sauvage, vous les connaissez. Les mesures réglementaires, c'est la mise à l'abri pour les volailles, et puis les clôtures pour les élevages de porcs, mais dont on sait qu'elles posent un certain nombre de difficultés et de problématiques d'application, de bien-être animal pour la mise à l'abri, de perte aussi de signes de qualité lorsque les volailles doivent être rentrées. Et pour les porcs, des problématiques également d'application de ces clôtures dans certaines situations, de coûts et d'entretien. Donc l'ANSES a été sollicité par la DGAL pour évaluer des mesures alternatives au travers d'une expertise collective pour ces deux volets qui ont donné lieu à deux avis, les avis sur les parcours et la mise à l'abri des volailles et l'avis sur les parcours porcins et les clôtures, et les alternatives possibles aux clôtures. Et donc pour faire vite, parce que je crois qu'on est un peu pressé par le temps, les conclusions de ces avis, c'est que ces mesures de mise à l'abri et de clôture restent les mesures principales et les reconnues comme les plus efficaces pour prévenir ces introductions dans les élevages. Un certain nombre dans les avis de mesures alternatives ont pu être évaluées au travers de l'expertise collective. Les conclusions montrent dans les avis que ces mesures peuvent présenter un intérêt, souvent en association, mais qu'il y a aussi des difficultés qui sont liées au fait qu'elles peuvent avoir un effet temporaire, mais qui n'est pas pérenne dans le temps. Et puis pour la plupart d'entre elles aussi, les données en fait solides sur la réalité de l'efficacité de ces mesures manquent. Et c'est un peu la conclusion de ces avis qui ont donné lieu un peu à l'origine de ce travail, qui a été de dire que il y a un certain nombre de travaux à conduire et de recherches scientifiques à établir pour mesurer l'impact réel et l'efficacité réelle de ces mesures vis-à-vis de la protection et de l'introduction de pathogènes dans les élevages. Voilà. Merci beaucoup.